Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Toujours un plaisir de vous retrouver pour majuscule propos. Ce soir, nous revenons sur le sommet de Paris où l'Afrique qui continue de faire face à la pandémie du Covid-19. L'Afrique a été au centre de discussions et comme vous pouvez le voir sur nos graphiques, l'Afrique aujourd'hui est, la communauté internationale plutôt est au chevet de l'Afrique. Est-ce que les réponses qui ont été proposées à ce sommet de Paris conviennent-elles à l'Afrique? Est-ce que les Africains ont-ils joué un rôle central dans la prise des décisions et surtout des stratégies qui ont été prises sur place à Paris? Pour en savoir un peu plus sur les tenants et les aboutissants de ce sommet de Paris, nous sommes rejoints par trois panélistes ce soir. Nous sommes ici dans le studio de Kigali, rejoints par Teddy Kaberuka. Teddy Kaberuka qui est économiste rwandais, expérimenté notamment dans l'industrie des machines. Il est compétent dans les organisations à but non lucratif. Il est également diplômé de l'Université du Rwanda. Bonsoir Teddy. Bonsoir. Avec nous également le docteur Sylvain Nguessan. Il nous rejoint depuis Abidjan où il est donc docteur en théorie politique. Il a un master de géopolitique et prospective en droit de l'homme. Il est également directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Bonsoir, docteur. Voilà, on l'a en image tout à l'heure, je pense qu'on aura également le son. Avec nous sera également tout à l'heure le docteur Papa Demba Thiam. Papa Demba Thiam, lui qui est ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, il est économiste international et notamment il a sa spécialité dans le développement industriel. Teddy, tout d'abord, ce sommet de Paris, quelles étaient les attentes des économistes que vous êtes? Est-ce que le cahier des charges déjà répondait aux attentes ou aux questions qui se posent aujourd'hui par les économistes par rapport aux conséquences qu'a donné naissance cette pandémie de la Covid-19, notamment sur le continent africain? Ben, tu sais, les attentes sont vraiment énormes par rapport à ce que le sommet a abouti, surtout à cette période où l'Afrique a été secouée, non seulement secouée, mais aussi continue à être affectée par les conséquences de Covid-19. Malheureusement, le sommet a été fait à Paris. Il aurait dû être en Afrique pour trouver des solutions en Afrique. Je ne dirais pas que le problème, c'est les lieux d'accueil de la réunion, mais plutôt qui a organisé ça, qui a chapeauté ça, qui a dirigé toutes les discussions, enfin, qui a poussé les conclusions du sommet. Évidemment, c'est lui qui organise, c'est lui toujours qui est au volant de toutes les conclusions. Bon, c'était un début, on ne dirait pas que tout était un échec, c'était un début de discussion. Ici, je rappelle que depuis que le Covid a frappé le monde entier, c'est le premier sommet de cette taille qui vient de se tenir, qui part spécialement de l'Afrique. Je pense que c'est un bon début. Peut-être que pour les prochaines occasions, il faudra voir comment formuler les doléances de l'Afrique, la situation actuelle. Il faut vraiment retracer la situation pour avoir une bonne solution et bien négocier. Sinon, ce n'était pas vraiment une négociation comme telle, parce que les pays n'ont pas été consultés comme pays sur le même continent. C'était plutôt une réunion qui a été organisée par la France, qui a invité les pays selon son choix. Donc, je ne pense pas vraiment que ça reflète les 55 pays africains. C'était plutôt un processus qui a commencé. Pour vous, ce n'était pas un sommet inclusif? Je ne pense pas, parce que vu le nombre de pays qui ont été invités, vu les dimensions géopolitiques, vu le marché commun d'Afrique qui a été signé récemment,
qui aurait été l'un des sujets à discussion, comment renforcer ça, ça n'a pas été abordé dans cet angle. Donc, je ne pense pas que c'était vraiment très inclusif par rapport aux attentes de l'Afrique. Justement, vous avez fait mention au président Macron qui a été à la base de cette initiative. On va justement suivre le président Emmanuel Macron qui déjà fait un état des lieux de la situation économique sur le continent africain par rapport aux conséquences de la Covid-19. On revient tout à l'heure. L'épidémie de Covid-19 a d'ores et déjà et aura de manière sûre un impact massif sur l'économie du continent africain cette année après l'année prochaine et sans doute pour les années à venir, bien supérieur à toutes les crises précédemment connues, si on prend la crise financière que nous avons connue il y a 10 ans. Les estimations, et je pense qu'elles sont plutôt des minorants de la réalité, sont autour de 300 milliards de dollars de besoins de financement entre aujourd'hui et 2025 pour l'Afrique. Et comme je le disais, c'est sans doute un peu plus. Dans le même temps, l'Afrique est en capacité de relever nombre de défis et je pense, en tout cas c'est ce qui est ressorti de toutes nos discussions, ce moment peut être une chance à saisir pour enfin répondre à d'immenses défis que nous ne voulions pas au fond totalement relever ces années précédentes. Faisant comme si de rien n'était, continuant avec les règles auxquelles nous nous étions habitués, les programmes pensés il y a des décennies et qui n'étaient plus adaptés. Et donc, l'objectif de ce sommet pour nous était double, apporter des réponses de court terme et lancer une dynamique qui puisse véritablement créer ce New Deal économique et stratégique avec le continent africain. Et je crois que sur ces deux volets, nous avons réussi aujourd'hui à avancer. Alors on ne change pas en un jour et en un sommet la vie ni du continent africain, ni de la relation entre l'Afrique et le reste du monde. On me signale que nous sommes rejoints également par Papa Dembatiam. Papa, vous êtes là, vous nous suivez. Bonsoir, depuis Dakar. Voilà, vous avez suivi certainement les propos. Vous avez suivi certainement les propos du président français Emmanuel Macron. Est-ce que, papa, c'est le tableau qu'il dresse de la situation vous convient-il? Bon, vous savez, moi je suis un scientifique, un entrepreneur et un pragmatique. J'aime bien travailler sur des données empiriques et qui reflètent la réalité. Pour moi, les gros montants qu'on annonce, ce sont comme des gros mots. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. Parce que quand on estime même les besoins de financement de l'économie africaine, je trouve que c'est présomptueux. Parce que ça dépend de qu'est-ce qu'on appelle une économie africaine, alors qu'il y a des économies africaines. Dans quel secteur on veut travailler, sur quoi on veut baser la transformation économique en Afrique, qu'est-ce que ça va coûter et comment on va financer ça. Donc, ça me fait toujours peur d'entendre des gros chiffres macroéconomiques, 300 milliards, 400 milliards, tout le monde a pour aux yeux. On ne travaille pas comme ça quand on est sérieux. On peut se dire aujourd'hui, pour développer par exemple l'industrialisation du secteur informel dans un pays comme le Sénégal, où 80% des gens sont occupés par le secteur informel, on pourrait dire voilà comment on va s'y prendre, voilà ce que ça va coûter, voilà comment on va financer ça. Bon, mon réflexe de banquier m'indique plutôt à travailler de cette manière plutôt que de lancer des chiffres globaux. Vous voulez donc vous voulez qu'on soit précis par rapport aux besoins des pays et chaque secteur. Et de chaque secteur. J'ai été fonctionnaire à l'OCDE. J'ai appris à travailler avec des gouvernements sérieux comme le gouvernement suisse et j'ai appris à organiser des conférences. Quand nous organisons des conférences, nous consultons toutes les parties prenantes des mois à l'avance. Nous définissons un agenda annoté. Chacun vient avec ses problèmes définis en problème. Sur la base de cet agenda annoté, que les discussions de la conférence des chefs et des chefs d'État se tiennent. Or, à ma connaissance, à moins que c'était totalement confidentiel, je n'ai pas vu d'agenda annoté et je ne suis même pas sûr que les chefs d'État africains qui se sont déplacés
sont venus avec des problématiques bien articulées sur ce qu'ils voudraient que la conférence discute, à moins que ce soit fait de manière totalement inconnue du grand public. Et si ces gens-là, qui connaissent mieux l'économie et le besoin de développement économique, plus que les bureaucrates des institutions internationales ou les fonctionnaires du Quai d'Orsay ou du ministère des Finances à Paris, ils le connaissent mieux que si ces gens ne sont pas capables de définir des problématiques, je ne crois pas que d'autres qui ne connaissent pas bien le continent et nos économies soient capables de le faire. Donc c'est pour ça que je n'attendais absolument rien sur le plan des conclusions. Je pense qu'on a un petit problème, un petit souci de liaison avec Dakar. On va revenir sur Pape tout à l'heure là. Docteur Sylvain Guessant, depuis Abidjan, vous êtes là? Quelle est votre position par rapport, parce qu'on a senti que ce soit Teddy Kaberuka et même le docteur Papa Demba, tous ne sont pas déjà favorables au fait que le sommet se soit tenu à Paris et aussi ne s'accordent pas sur ce qu'a été le cahier de charge. Pour eux, ça ne représentait pas beaucoup aujourd'hui les desiderata des Africains en cette période si particulière. Justement, en avril passé, l'Union africaine a mis en place la force opérationnelle africaine contre le coronavirus, pilotée par notre compatriote Tidjane Thiam, en vue de mobiliser les fonds pour l'Afrique contre la COVID-19. Alors, un an après, je ne sais pas si un bilan a été fait. Quelles sont les forces et faiblesses de cette équipe qui a été mise en place? Qu'est-ce qu'elle a pu faire jusqu'à présent? Quels sont les besoins spécifiques de nos différents pays? Devrait-on parler du problème de l'Afrique, des problèmes des Afriques? Sans que ce bilan ait été fait, nos chefs d'État ont été conviés du côté de Paris pour aller, dit-on, booster l'économie africaine. Vous savez autant que moi que depuis 2009, la Chine est le premier partenaire économique de l'Afrique. Cette Chine qui comptabiliserait 20% de nos dettes. Alors quand Paris prend ce genre d'initiative sans consulter toute l'Afrique, ni un partenaire économique assez crédible comme la Chine, on est amené à se poser des questions sur les enjeux réels d'une telle rencontre. Est-ce pour pousser l'économie africaine? Est-ce pour contrer la faillite économique de l'Afrique? Ou alors est-ce pour renforcer la présence parisienne sur le continent, dans une Afrique qui représente environ 1,4 milliard d'habitants, avec des taux de croissance assez intéressants ces 10 dernières années. Donc, à l'instar de des deux autres invités, je pense que l'Union africaine a manqué une occasion assez intéressante de mieux se préparer en faisant le bilan de cette force qu'elle a mise en place il y a un an de cela, avant cette rencontre parisienne. On se retrouve avec diverses initiatives, celle de l'Union africaine, celle du président Macron, et probablement demain, la Chine aussi va convoquer les pays africains, demander la démarche, la procédure à suivre pour empêcher la faillite économique. On se retrouverait tellement de cahiers de charges qu'il serait difficile sur le continent d'être opérationnel, d'être efficace. C'est ce que je pense dès ce début de cette émission que je salue. Mais est-ce que, docteur, nous sommes dans une période aussi particulière, mais on a vu la présence du président en exercice de l'Union africaine. Est-ce que cette présence déjà en elle-même n'était pas suffisante pour justement, disons, proposer aujourd'hui ou faire un état des lieux de la situation africaine et surtout de la situation économique, de la situation sanitaire de cette pandémie? Cela ne vous suffit toujours pas? Fallait-il amener tous les
54 États, tous les chefs d'État et chefs de gouvernement devaient être à Paris? Non, pas forcément. 54 présidents, ça fait quand même beaucoup, ça fait du monde. Mais je me dis que l'Union africaine aurait dû convoquer sa force opérationnelle mise en place contre le coronavirus, avoir un cahier des charges unique piloté par le premier responsable de l'Union africaine, qu'on aurait présenté à Paris. Voici l'état des lieux, voici les démarches que nous avons déjà engagées, voici la difficulté que nous rencontrons, voici ce que nous attendons de nos partenaires économiques en termes de démarches multilatérales. Une telle démarche aurait été plus intéressante. L'Afrique aurait parlé certainement d'une seule voix en fonction du travail effectué depuis une année par cette force que nous avons mise en place. Et quand on laisse M. Macron prendre l'initiative, sur quelle base avance-t-il ces chiffres? A-t-il eu le résultat des travaux effectués par cette force opérationnelle mise en place? Ou alors est-ce simplement les projections parisiennes sur le continent qui partent à partir de leurs orientations économiques? Voici des questions qu'on est quand même tenté de se poser. Teddy Kaberuka, aujourd'hui, nous parlons de la situation de la pandémie du Covid-19, mais c'est une pandémie déjà, elle touche, elle a frappé tous les continents du monde, y compris l'Union européenne, la France ou toutes les grandes puissances en tout cas, et même les États-Unis d'Amérique. Est-ce que déjà le fait que ces pays aujourd'hui se mobilisent ou mobilisent des budgets pour retrouver du poil de la bête sur le plan économique, déjà, c'est une bonne volonté. Est-ce que déjà eux-mêmes ont besoin de se relancer? Vont-ils se relancer en même temps que l'Afrique? Bon, tu sais, peut-être la différence des grandes nations par rapport à l'Afrique, c'est qu'ils ont assez de moyens, disons des réserves, qui peuvent toujours les aider à relancer leurs économies. Mais néanmoins, ils ont toujours des défis, hein, peut-être à des niveaux différents, mais chaque continent, chaque pays a ses problèmes particuliers. Ici, je rappelle que dans la même optique de la conférence, hein, juste au début de la pandémie, je pense que c'était en 2020, vers le mois de mars, l'Union africaine a mis en place une équipe des experts. Une task force. Task force des experts avec des grandes... oui, Kaberuka, avec Madame la Nigériane, avec Trevor, le Sud-Africain. Et cette équipe était mandatée pour faire vraiment un bon plan de relance. Qu'est-ce qu'il faut, quelle stratégie, comment approcher les G8, le G20 pour faire face aux défis, que ce soit sanitaire et économique. Et c'est cet angle qui était plutôt pour moi approprié à trouver des solutions pour l'Afrique. Ce qui aurait été mieux, hein, à mon avis, c'était bâtir à partir de cette option. Parce que cette option a au moins, du moins jusque-là, a pu, quand on a fait l'initiative de COVAX, c'était des négociations qui ont été initiées par l'équipe, par l'Union africaine, avec les partenaires, et ils ont abouti à un compromis. C'est vrai, le pourcentage des vaccins qui ont été disponibles ou qui continuent à être disponibles était bas, mais au moins, si on pouvait le trouver aussi. Parce que jusque-là, il y a très peu de pays qui ont même 10% de la population vaccinée. Donc, notamment sur le continent africain. Tout à fait, tout à fait. Le deuxième aspect, c'est par rapport à la relance économique. Hein, parce qu'on parle à la fois d'un défi plan sanitaire, mais aussi économique. Donc, c'est vraiment une combinaison de ces deux aspects qui, l'un dépend de l'autre. Mais ce que je peux dire, c'est que, comme le président Macron le dit, il lance un chiffre. Hein, il parle de 300 milliards. 300 milliards. Déjà, d'où viendra cet argent? Mais tout le monde se pose la même question, hein, parce qu'à la fin, quand tu vas plus loin, quand tu vois les résolutions, ils disent on va consulter les différents partenaires au développement. Donc ça veut dire qu'il est conscient que la France seule ne peut pas trouver. Et
Oui, Et vas-y. autre chose, c'est que il ne faut pas oublier que la France a ses problèmes aussi, hein. Justement, c'est ce que je disais. Et Elles prennent aussi ses casseroles par oui, rapport tout à à fait. cette situation. Rappelez-vous, à quelques mois après les élections du président Macron, il y a les Gilets jaunes qui ont manifesté, ils négociaient pour augmenter le salaire, les meilleurs Pour une traitements, amélioration, en tout cas, des conditions de vie. Donc, ça veut dire qu'ils ont aussi des problèmes économiques. Même c'était avant. qui ont précédé cette période tout de à fait. pandémie 19. Donc, Peut-être on va revenir justement sur le président Emmanuel Macron. Lui, il a fait un état des lieux. Maintenant, il parle des propositions concrètes pour arriver à pouvoir mettre en place ce plan stratégique justement pour venir à bout de cette crise et surtout pour aider le continent africain à se relancer. Alors, à court terme, qu'est-ce que nous avons décidé qui permet de répondre aux défis? D'abord, à court terme, nous avons consolidé ce que nous avions ensemble obtenu, le moratoire sur les intérêts et le principal de la dette détenue par les pays du G20 sur 2020 et 2021. Ensuite, la consolidation d'un nouveau cadre commun pour la restructuration des dettes. 3 pays s'y sont présentés, le Tchad, l'Éthiopie, la Zambie. La finalisation des travaux pour le Tchad d'ici à la fin du premier semestre 2021 a été réaffirmée. C'est un élément test pour la crédibilité de ce cadre commun qui va permettre une nouvelle restructuration des dettes et qui surtout, pour la première fois, permet de le faire avec tous les créanciers autour de la table. Et comme pour le moratoire sur les intérêts et le principal de la dette G20, pour la première fois, vous avez l'Europe, les États-Unis, la Chine, ensemble, qui décident de traiter de leurs relations à l'Afrique, ce qui est très structurant. Dans le cadre de ces restructurations et de la dette, l'avancée du sommet d'hier et de la conférence sur le Soudan est évidemment un acquis très important de ces 2 jours. Nous avons réussi à régler tous les problèmes d'arriérés, qui étaient la condition de possibilité pour lancer une nouvelle dynamique pour le Soudan, qui, entre mi et fin juin, sous les auspices du FMI, permettra une restructuration de la dette pour laquelle la France a pris hier ses engagements. Ensuite, troisième grand acquis, c'est l'émission de droits de tirage spéciaux. 650 milliards de dollars. Cette émission de droits de tirage spéciaux, elle va permettre de déclencher une impulsion qui, au fond, permet à la communauté internationale, au FMI, déjà d'apporter ce que, aujourd'hui, l'Afrique n'a pas en comparaison avec les États-Unis, l'Europe ou même la Chine, c'est-à-dire un mélange d'armes monétaires et budgétaires qui permet de répondre à court terme à la crise. Simplement, ces droits de tirage spéciaux de 650 milliards de dollars, ce qui est déjà une formidable réussite, et je veux vraiment féliciter la directrice générale du FMI, il y a un consensus fort, tout le monde est d'accord, ça représente, soyons très clairs, 33 milliards pour l'Afrique, dont 24 pour l'Afrique subsaharienne. L'unanimité autour de la table était présente pour dire « ça n'est pas possible et c'est trop peu ». Et donc, nous avons décidé aujourd'hui, au-delà de cet acquis de court terme, d'ouvrir pour les prochaines semaines plusieurs travaux qui supposent un travail technique et évidemment la construction d'un accord politique que nous espérons obtenir d'ici au G7 ou au plus tard au G20, donc entre juin et octobre prochain, et qui va beaucoup mobiliser le FMI. Mais comment y arriver? Premièrement, la réallocation des droits de tirage spéciaux des pays les plus riches. La France y est prête, le Portugal, plusieurs pays qui étaient présents ici également. Nous sommes prêts à réallouer des droits de tirage spéciaux dont la France sera dépositaire, de telle sorte à constituer un tour de table qui s'élève au moins à 100 milliards pour l'Afrique. C'est-à-dire nous devons faire plus que tripler l'enveloppe naturelle de l'Afrique à l'occasion de cette émission de DTS. Et donc, notre travail dans les prochaines semaines va être de convaincre les autres de faire le même taux d'effort que la France, à commencer évidemment par les États-Unis d'Amérique. Et je sais tout le travail qu'on va devoir faire avec le Congrès, avec l'exécutif, mais je suis confiant. Mais ça, c'est une piste de travail, pas une piste, une volonté et un engagement pris aujourd'hui pour aller vers ces 100 milliards de DTS affectés à l'Afrique, ce qui suppose une réallocation massive de la part de tous les pays les plus riches.
de la part de tous les pays riches. Pape, je rappelle déjà que vous êtes ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, donc vous connaissez bien le fonctionnement et les rouages des institutions du Bretton Woods. Pape, êtes-vous optimiste par rapport aux propos du président français Emmanuel Macron? Est-ce que vous sentez quelqu'un qui a l'appui de ces institutions-là? Parce que là, il parle du Fonds monétaire international, où c'est juste, il les pousse à pouvoir activer leur volonté. Est-ce que vous êtes chaud, vous sentez-vous un peu optimiste par rapport à ça, à ces propos? Disons, on ne peut pas avoir des sentiments comme si c'était une génération nulle où on est beaucoup, la réalité est beaucoup plus complexe et les propos doivent être beaucoup plus nuancés. Je rappelle que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, également, toutes ces organisations ont une plateforme, ont des modus operandi. La Banque mondiale, par exemple, ne crée pas de nouvelles monnaies, elle prend de l'argent et elle prête ça au pays. Le Fonds monétaire est capable de créer de la nouvelle monnaie qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, fonctionne comme la Banque centrale sur le plan international, mais il faut aussi ramener le Fonds monétaire international à son rôle. Le rôle du Fonds monétaire international, c'est de veiller aux grands équilibres financiers internationaux et aussi à la sauvegarde des balances des paiements. Donc, des taxes dans le pays, les grands pays doivent être d'accord, mais c'est surtout pour donner des réserves de change, créer la possibilité de donner des réserves de change. Maintenant, que les pays utilisent cette réserve de change de manière fongible, c'est possible, parce que peut-être si un pays X devait utiliser de l'argent de son budget pour gérer ses problèmes d'équilibre de balance commerciale, ses droits de tirage spéciaux vont l'aider à ne pas le faire et utiliser son argent autrement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça de penser que vous prenez juste les droits de tirage sociaux et vous les investissez dans l'agriculture. Le système ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, c'est un effort que les pays sont en train d'essayer de faire, mais le développement d'un pays ne se réduit pas aux équilibres macroéconomiques et à l'équilibre de la balance des paiements. Nous devons aujourd'hui, moi je me trouve au Sénégal ici, où nous avons connu des situations terribles, où des jeunes sont sortis dans la rue, il y a eu mort d'homme à cause des problèmes de manque d'emploi et tout. La préoccupation des autorités, c'est de regarder comment lancer la machine économique, pas lancer, c'est beaucoup plus objectif, développer ces économies, l'économie sénégalaise sur ses forces, transformer ses ressources et créer des emplois. Et de ce point de vue-là, de ce point de vue de ses besoins, ce qui est proposé à Paris, pas négligeable, mais ce n'est pas ce qui réglera nos problèmes. Et je crois que le Rwanda a les mêmes défis. Justement, en parlant du Sénégal, je voudrais qu'on puisse suivre l'intervention du président Macky Sall, le président sénégalais, lui qui est plutôt favorable à cette initiative et qui est optimiste. Il va même plus loin en disant que nous sommes dans une période de changement de paradigme, c'est-à-dire nous entrons dans une nouvelle ère où ces institutions du Bretton Woods qui dictaient la loi, qui dictaient les règles du jeu, devront faire face à la réalité aujourd'hui. On va suivre ces propos et surtout parler juste après de leur réalité sur terrain. Est-ce que c'est vraiment une des choses, c'est une réalité palpable sur le terrain? On va suivre le président Macky Sall, on revient tout à l'heure. Lui concevoir des projets et des programmes et à le lui imposer. Aujourd'hui, nous sommes dans une co-construction de ce qu'il faut pour nous. Et c'est là, je crois que la nouveauté, et c'est pourquoi il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir puisque nous connaissons mieux que quiconque nos problèmes, nos difficultés. Mais il est important aussi de noter le changement de mentalité au niveau des pays développés, au niveau du G20, du G7. C'est-à-dire de comprendre que nous avons une responsabilité commune.
et que vacciner ses propres populations pour les pays industrialisés ne leur garantit absolument pas la sécurité sanitaire. C'est évident que si nous continuons la tendance actuelle où les Africains seront à 2%, 3% de vaccinés, il se développera sur le continent africain des variants extrêmement résistants qui remettront en cause complètement l'efficacité des vaccins dans quelques mois, dans quelques années. Ce qui veut dire que tant qu'il y a encore la circulation du virus sur la planète, quelque part, la planète n'est pas en sécurité. Cette prise de conscience, je l'ai notée, non seulement avec enthousiasme au niveau du président Emmanuel Macron, mais je l'ai notée par l'intervention de l'ensemble des dirigeants du G20. Et c'est pourquoi nous devons maintenant, tambour battant, faire en sorte que dans ces prochains rendez-vous, que les mesures arrêtées soient réellement mises en œuvre. Et ces mesures, c'est d'abord, nous disons qu'il faut changer le cadre dans lequel nous évoluons depuis toujours. C'est un corset qui ne tient plus parce qu'il n'est plus adapté. Le contexte l'a prouvé. Il faut plus de dépenses publiques, d'abord pour des raisons médicales, la résilience sanitaire. Il faut acheter les vaccins. Il faut que, malgré l'effort de l'initiative COVAX, que nous ne cesserons jamais de saluer, parce que sans cette initiative, d'ailleurs, beaucoup de pays n'auraient pas eu le moindre vaccin. Le président sénégalais Macky Sall, le docteur Sylvain, est-ce que le président Macky Sall parle d'une nouvelle ère et que les grandes puissances doivent comprendre que désormais nous sommes partis sur de nouvelles bases? Êtes-vous du même avis? Est-ce que vraiment cette pandémie nous a appris à rééquilibrer les choses selon le président Macky? Bon, dans une certaine mesure, jusqu'à une date récente, lors des analyses du risque pays, par exemple, les pays européens ne mettaient pas le risque sanitaire au devant. Les grandes pandémies du siècle, sida, Ebola, paludisme et autres, c'était plus pour l'Afrique. Il a fallu la COVID-19 pour que le risque sanitaire soit au devant de toutes les analyses dans tous les pays de la planète. On pourrait donc se dire qu'il y a une nouvelle base au niveau des échanges, mais est-ce à dire que réellement les besoins des pays africains sont analysés par les Africains, sont présentés par les Africains? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Peut-être qu'il y a des États qui font l'exception. C'est le Sénégal en fait partie. Donc, c'est une chance pour le président Macky Sall d'avoir un pays qui est consulté avant ce genre de rencontre. Et comme nous le disions depuis le début, si la force africaine qui a été mise en place, conduite par notre compatriote Tidjane Thiam, le panéliste Kamlouka a oublié tout à l'heure lorsqu'il citait les différents dirigeants de cette équipe, si elle est consultée et qu'elle présente les solutions africaines, on serait bien heureux de dire que l'Afrique a été consultée. Et quand c'est la France qui prend l'initiative de consulter peut-être le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Kenya, et qu'elle dit qu'elle a consulté l'Afrique, je pense qu'on pourrait mieux faire une approche plus inclusive qui pourrait trouver des solutions adaptées à tous nos pays. Teddy Kaberuka, est-ce qu'aujourd'hui, avons-nous, ou alors comment ajuster, disons, les marges de manœuvre par rapport, donc les marges de manœuvre budgétaires pour nos pays? Est-ce que déjà les pays ont-ils été frappés de la même façon? Y a-t-il un dominateur commun aujourd'hui pour mesurer, voir comment est-ce qu'on va relancer tout le monde en partant sur les mêmes bases? Bon, c'est vrai, le continent qui a 55 pays a des niveaux différents. Il y a des pays qui ont sur le niveau des économies moyennes, des économies basses. Il y a des pays qui
qui sont peut-être à 5e anniversaire de leur indépendance. Donc c'est vraiment un mix de réalités différentes. Même, tu as vu quand la discussion de l'accès au vaccin a été sur la table, il y a des pays qui disaient même le déploiement des vaccins, même si on pouvait le trouver gratuitement. Mais Même le déploiement était un problème. Donc tu comprends que on fait face à un continent qui a des réalités différentes. Donc il serait injuste. N'est-ce pas là également l'erreur de toujours regarder l'Afrique dans cette optique-là, d'être un tout? Ça, c'est faux. C'est une compréhension qui est tellement fausse que toutes les décisions qui peuvent être prises en fonction de cet entendement seraient fausses aussi. Parce que s'il y a des pays qui te disent que même le déploiement des vaccins serait impossible sans l'aide supplémentaire, donc tu comprends que chaque pays a besoin d'être pris dans sa réalité. Tu sais, quand on parle de l'Afrique, on a tendance à mettre tout le monde dans le même panier. Tous les Africains dans le même panier. Tous les continents dans le même panier, alors que ce n'est pas vrai. Il y a des pays qui ont des bases solides pour se relancer plus facilement. Il y a des pays qui n'ont pas besoin, par exemple... qu'on vienne à leur chevet. Oui, pour, par exemple, déployer les vaccins. Peut-être l'achat des vaccins. Il y a des pays qui ont des moyens financiers pour acheter. Mais vu la disponibilité des vaccins, vu la politique derrière la production, donc il y a des priorités par rapport au poids des pays. Ça, c'est connu. Donc, on ne peut pas mettre dans le même panier les pays africains. Néanmoins, il y a des similitudes dans les pays africains. Notamment, par exemple, au niveau d'industrialisation. Si tous les pays ont été à la course de la découverte du vaccin, il n'y avait aucun pays africain qui avait au moins cette base solide de faire la recherche sur le vaccin. Donc, tous les pays africains attendaient qu'il y ait une solution qui vienne soit de l'Europe ou de l'Amérique ou de la Chine ou de la Russie. Donc, je dirais qu'à ce niveau, le niveau innovation, niveau industriel, niveau recherche technologique, je dirais que les pays ont un dénominateur commun. Par contre, à un certain niveau, comme il y a des discussions, je ne sais pas si c'est le président Macron qui a dit ça ou Macky Sall, par rapport à donner la licence de production des vaccins. Il y a des pays qui sont à la hauteur d'avoir cette licence de production et produire massivement pour le continent. Donc tu comprends que les pays ont des niveaux différents, niveau d'industrialisation, niveau de capacité industrielle, le niveau de capacité de production, des infrastructures aussi. Aujourd'hui, cette pandémie, elle a frappé le monde et particulièrement le continent africain de plein fouet, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on parle de la crise sanitaire qui se conjugue avec la crise économique. Oui. Aujourd'hui, quelles sont les vraies priorités des pays africains? Est-ce que c'est relancer leurs économies ou c'est justement cette course à la vaccination ou au vaccin, ou c'est juste le programme COVAX que tout le monde attend? Écoutez, nous, ça ne nous concerne pas. De toute façon, on attend que les lots de vaccins arrivent, où il y a une autoprise en charge des pays africains pour justement se battre. Je pense que partant des chiffres, que ce soit les chiffres des cas de contamination, les cas de décès, il a été étonnant que le continent africain a connu le taux de contamination bas, le taux de décès bas. Quel miracle, je ne saurais pas répondre à ça, mais la réalité est là. Aussi, il faut dire que même avant le Covid, le continent africain avait des défis économiques. Ça n'arrive pas avec la pandémie. Non, en tout cas, il ne faut pas se voiler la face. Pas du tout, pas du tout. Le continent africain était toujours un continent où plus de la moitié de la population active n'a pas l'accès à l'emploi. C'était un continent où les agriculteurs faisaient l'agriculture de subsistance
ils ne produisaient pas pour le marché. C'était un continent qui n'avait pas assez d'infrastructures, l'accès au village, l'accès à l'eau propre. Tout ça, c'est des défis qui ont existé et la pandémie n'a fait qu'aggraver la situation. Donc s'il faut relancer, il faut plutôt regarder dans cette optique comment créer de l'emploi à toute cette jeunesse qui n'a pas d'emploi. Comment créer l'emploi aux femmes qui sont dans le secteur informel, qui doivent être reboostés parce qu'il faut avouer que la COVID-19 a touché surtout les gens à faible revenu. Donc ceux qui étaient fragiles même avant la pandémie ont été affectés plus que tout le monde. Donc s'il faut relancer, il faut commencer de là. Sinon, on est loin d'avoir une solution à redresser le niveau de la population. Je parlais tout à l'heure de la présence du président en exercice de l'Union africaine. C'est le président congolais Félix Antoine Tshisekedi qui s'est exprimé au nom des Africains, au nom de ses homologues africains. Lui, il présente également les desiderata, en tout cas une partie des desiderata de ses homologues, et il espère être entendu par les partenaires internationaux, notamment les grandes puissances ainsi que ces institutions du Bretton Woods qui vont aider les pays africains à pouvoir sortir de cette situation alarmante. On va suivre le président Tshisekedi. Au niveau économique, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument relancer l'économie africaine. D'abord et avant tout en obtenant la prolongation du moratoire qui s'arrêtait en juin 2021, donc c'est acquis jusqu'à la fin de l'année, mais notre préférence serait, je l'ai dit dans mon allocution, d'aller peut-être jusqu'à fin 2022, l'ISSD donc. Nous avons également parler de l'annulation de la restructuration de la dette. Cela dépendra évidemment, je comprends bien, de l'attitude des bailleurs. Et là, comme l'a dit le président Macron, je crois que nous avons réussi à mettre ensemble, grâce à cette conférence, donc les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, qui sont tous d'accord à ce sujet, de regarder dans quel sens nous pourrons donc obtenir cela. Les émissions de DTS, 33 milliards pour le moment, l'objectif c'est les 100 milliards, ça a été dit. L'accès des pays africains au marché financier classique, ça aussi nous le demandons, nous le revendiquons grâce à des rehaussements de crédit. Nous voulons aussi, comme tous les autres pays, accéder à ces marchés. Enfin, de notre côté africain, nous aurons besoin de fournir des efforts aussi parce que, disons-le clairement, s'il y a ce traitement particulier réservé à l'Afrique, c'est parce qu'en Afrique aussi, nous émettons des signaux qui ne rassurent pas les bailleurs de fonds ou les investisseurs. Nous avons besoin d'améliorer la bonne gouvernance. Nous devons fournir beaucoup d'efforts dans les réformes. Nous devons absolument lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, le blanchiment d'argent. Nous devons avoir des systèmes économiques transparents, des systèmes financiers transparents qui rassurent les investisseurs. Nous devons également prendre suffisamment en charge notre jeunesse. Et ici encore, à mon tour, à la suite du président Macron, je salue cette initiative de la SFI sur l'alliance de l'entrepreneuriat. Le président Félix Tshisekedi qui tend la main aux bailleurs de fonds. Monsieur Thiam, est-ce qu'on sent un discours plutôt, on dirait même un double discours, où d'un côté on a le président Tshisekedi qui tend la main aux bailleurs de fonds, à ces institutions du Bretton Woods dont je parlais, d'autre part
il dénonce les pays africains, en tout cas certains pays africains, de ne pas être suffisamment des bons élèves de ces institutions, donc ce qui risque de fâcher les bailleurs de fonds. Je ne ferai pas l'injure au président Tshisekedi de dire que les Africains devraient être des bons élèves des institutions, parce que ça, c'est une injure. C'est l'injure de l'ajustement structurel où on disait que nos dirigeants étaient des bons élèves parce qu'ils étaient capables d'obéir au pied et à l'œil aux institutions internationales. Je ne crois pas que c'est ça que le président Tshisekedi veut dire. Le président Tshisekedi a voulu parler de l'assainissement du climat économique dans nos pays en éliminant la corruption, mais en travaillant aussi sur la perception des risques, l'élimination des risques qui empêchent les gens de venir investir dans nos pays. Par exemple, améliorer la sécurité juridique des investissements, le climat des affaires. Mais je ne crois pas du tout une seule seconde que le président Tshisekedi veuille nous livrer des points liés aux institutions de Bretton Woods. Et là, de ce point de vue, je dois saluer l'émergence d'un nouveau leadership en Afrique. Le président Tshisekedi, je l'ai entendu dire, nous ne voulons plus que nos minerais, nos ressources sortent sans être transformées. Mais ça, c'est l'un de nos problèmes. J'ai entendu le président Kagame dire que nous devons compter sur nos propres forces. J'ai entendu le président Nana Akufo-Addo dire que nous devons générer les ressources pour notre propre développement. Et le président Macky Sall a convoqué à Dakar le 2 juillet 2019 la conférence sur l'endettement, la soutenabilité de l'endettement avec le Fonds monétaire et tout, pour dire avec ses homologues que les instruments conceptuels, les instruments d'analyse et d'intervention des institutions de Bretton Woods étaient sclérosés, étaient démodés, et qu'il fallait regarder le travail avec ces institutions d'une autre manière. Mais en fait, c'est ce que le président Macky Sall a dit entre les lignes. Il parle en politique, mais son discours est très clair. Ça veut dire que nous devons continuer à travailler avec ces institutions, mais en faisant en sorte que ces institutions adaptent leurs outils d'intervention à nos problèmes. Autrement dit, c'est les Africains qui doivent prendre le leadership pour définir leurs problèmes et demander aux institutions de venir là où ils invitent ces institutions. Pour conclure là-dessus, sur cette question, c'est fondamental ce advocacy, ce plaidoyer, parce que pourquoi la bourse, elle monte? La bourse monte parce que tout le monde croit qu'elle va monter et ils vont acheter des actions. Et c'est en achetant des actions que ça monte. Le discours sur la souveraineté, le discours sur la transformation indigène, endogène des ressources en Afrique est un discours auquel beaucoup de chefs d'État africains émancipés tiennent maintenant parce que leur jeunesse et leur population leur impriment aussi ce rythme. Alors, si les partenaires de l'Afrique, que ce soit les partenaires bilatéraux et les partenaires multilatéraux, veulent continuer d'exister et de jouer proprement leur rôle en Afrique, il ne faut pas qu'ils mettent les dirigeants africains entre le marteau de leur prescription et l'enclume de leur peuple. Parce que ce sont ces dirigeants qui vont faire face à la révolte des populations. Donc, si la conférence de Paris a pu permettre à tous les gens qui sont là de comprendre que rien ne sera plus comme avant, ce serait le point de départ d'un changement paradigmatique qui va être capital pour le devenir de nos relations. C'est pour ça que dans le mot New Deal, c'est un peu un gros mot, c'est du buzzword, mais il faudra y mettre un contenu et je crois que pour mettre ce contenu-là, convenons d'abord qu'il faut changer les choses et amenons les experts et les populations à définir aussi leur devenir pour que les politiciens de tous bords puissent en tenir compte. Justement, nous sommes à un point très important, à un tournant où c'était une année, l'année 2020 a été une année où on attendait beaucoup de changements, notamment la mise en application du marché commun africain avec la ZLECAf. Avec cette pandémie et tous ces sommets, on n'a pas entendu faire mention de ce marché commun qui doit être mis, disons, en considération pour que déjà tout ce qu'on fait, qu'on puisse avancer avec ça. C'est quelque chose qui a coûté beaucoup aux pays africains. Ils se sont investis, beaucoup de pays ont fait beaucoup de sacrifices pour que ça soit une réalité. Vous savez, ce marché commun africain est un vieux projet. Il faut saluer le courage du président Kagame
et aussi le leadership du président Issoufou, d'avoir poussé au moins à ce qu'on signe l'acte final constituant la ZLECAf. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché commun, la ZLECAf, a créé un cadre. C'est un cadre qui doit régenter et régir des opérations. Ces opérations ne viennent pas simplement parce que le cadre existe. Ça veut dire qu'il faudrait développer des capacités productives qui sont compétitives et éliminer au maximum les barrières tarifaires, non tarifaires, les barrières techniques et faire en sorte qu'il y ait une distribution de potentiel de croissance intégrée et complémentaire entre les pays membres de la ZLECAf pour que l'échange entre ces pays puisse faire profiter à tous nos pays. Donc, derrière la signature, il y a un cadre qui a été créé, mais c'est les efforts d'industrialisation, les efforts de développement, la création de plateformes de compétitivité, l'harmonisation du climat des investissements, la promotion de l'entrepreneuriat, la transformation des ressources qui vont pouvoir faire en sorte que nous profitions de ce cadre-là. On n'en a pas parlé à la conférence de Paris parce que la conférence de Paris me semblait être plus qu'une conférence sur la balance des paiements et la dette. Ce qui est bien dommage, justement, en cette période, on parle des dettes. Docteur Sylvain, peut-être pour terminer, quelles sont les réponses aujourd'hui propres aux Africains pour relancer leurs économies, mis à part ces bailleurs de fonds, ces partenaires internationaux? Existe-t-il aujourd'hui des réponses palpables aux Africains, propres aux Africains, dans le contexte africain, pour venir à bout de cette situation? Bien sûr qu'il y a des démarches qui dépendent de nous, Africains, dans la saine gestion des finances publiques. Voilà. On ne le dira jamais assez, tant qu'on ne luttera pas contre la corruption, contre la fuite des capitaux, contre les différentes surfacturations, on ne pourra pas s'en sortir. Il faudrait que l'État, nos différents États puissent comprendre qu'ils doivent réduire leur train de vie. Ensuite, il y a le ratio de notre PIB consacré aux recherches et développement. Les Africains ne sont pas bêtes, mais nos laboratoires sont dépourvus de moyens. Dans nos recherches, j'ai découvert comme ça que jusqu'en 2016, la Côte d'Ivoire, avec un taux de croissance de plus de 8%, ne consacrait que 0,1% de son PIB aux recherches et développement. Dans un tel contexte, il ne peut pas avoir de dynamique interne pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc c'est à nous de mieux gérer nos finances, c'est à nous de financer nos laboratoires de recherche et développement, c'est à nous aussi de susciter la vraie intégration en Afrique. Un Ivoirien puisse aller s'installer ou commercer au Ghana, au Burkina, au Rwanda, en Afrique du Sud, au Niger. Il faudrait que nous puissions revoir certaines mesures, certaines barrières, si nous voulons trouver des réponses endogènes à notre misère. Donc je vais insister encore là-dessus. La gestion de nos finances publiques doit être saine. L'État doit réduire son train de vie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre propos. C'est par là que nous mettons un point final, en tout cas, à cette émission Majuscule Propos. Aujourd'hui, nous parlions de la Covid-19 et les économies africaines. Aujourd'hui, la communauté internationale s'est mise, en tout cas, au chevet du continent africain. Merci beaucoup à mes panélistes de la soirée. Merci beaucoup à Teddy Kaberuka, économiste rwandais. Merci beaucoup pour votre contribution, Teddy. C'est moi qui vous remercie. remercie. Également à Papa Thiam, qui est économiste international, ancien haut fonctionnaire de l'OCDE et ainsi que de la Banque mondiale. Il intervenait depuis Dakar. Merci beaucoup et surtout, comme on dit au pays, Djerejev. Merci, merci également au docteur Sylvain Guessan, lui qui intervenait depuis Abidjan. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. À vous tous, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. L'émission c'est Majuscule Propos. Je m'appelle Eddy Sabiti. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci une fois de plus et surtout, prenez bien soin de chez vous. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.